Aujourd'hui, le Grenier Jantoni a le plaisir de recevoir Lisette Lombé pour son recueil Brûlé, 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 paru aux éditions Iconoclaste. Un entretien parfois grésillant, en direct de la cité ardente, mené pour vous par Listeria Wallner. Aux lectures, celui-ci est l'autrice. En retard. En retard. En retard. Tu es en retard. Tu pédales, tu cavales. Tes perles brinque-balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales. Culotte trempée, lèvres gonflées. Tu pédales, tu cavales. Brûlé, 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 brûlé. Tu pédales, tu cavales. Brûlé, la liste du padré. Des interdits multipliés, distribués à la volée comme des claques qui carillonnent au chevet de tes égarements. Interdit de te maquiller, de rire à gorge déployée, interdit de te décolleter, de raccourcir tes ourlets, interdit de déambuler, flâner toute seule dans le quartier, interdit de noctambuler, interdit de boire, de chavirer, interdit de danser, vibrer, interdit de salir ta robe, l'honneur, le nom et la lignée. Interdit, interdit, interdit. Mais toi, là, maintenant, arc-boutée sur ton vélo, le cœur tendu, amoureuse, tu n'en as que faire de tous ces interdits. Tu pédales, tu cavales, brûlé, la liste du padré. Tu pédales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées. Interdit d'interdire d'aimer, de désirer, de fantasmer, de s'attacher, de s'enticher, de se sentir surexcité, touché, goûter, se délecter, te caresser, culotte trempée, te caresser, lèvres gonflées, danser, danser, vibrer, vibrer, brûler, brûler, brûler. Alors bonjour Lisette Lambé, je disais donc que je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Ballet Masque. Et avant que nous débutions cet entretien, je voulais vous demander tout d'abord comment vous vous portez, puisque nous sortons d'une période un peu particulière, dirons-nous, et comment ça va à Liège, puisque c'est de la cité ardente que vous nous venez. Alors les nouvelles, elles sont plutôt bonnes, mais on sort d'une année très difficile, très violente pour les corps et pour les âmes. Donc je m'estime être chanceuse d'être sur la rive sur laquelle je me trouve, c'est-à-dire de pouvoir vivre de mon art, de mes écrits, en même temps avec une grande conscience que ben voilà, c'est un privilège. Puis là, ça se calme petit à petit, mais on vient de vivre ce qu'on appelait l'engorgement des dates, avec 2 saisons qui se superposent, des dates à récupérer de la saison, et puis la programmation aussi des scènes, voilà, qui est de toute façon toujours chargée. Donc voilà, il faut prendre garde à ne pas retomber dans les travers, dans les hamsters qui courent dans leur cage, alors qu'on avait pris de bonnes résolutions dans le confinement. Mais bon, globalement, je m'estime être chanceuse et très heureuse, puisque j'ai plutôt un problème de trop de travail que pas assez de travail. Dites-moi, nous on vous reçoit donc à l'occasion de la parution de votre recueil Brûlé, 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 qui est sorti en 2020 aux éditions L'Iconoclaste et qui a été primé puisque vous avez reçu pour cet ouvrage le prix Grenade. Est-ce que vous voulez d'abord nous dire peut-être un mot général sur cet ouvrage et sur ce prix?
Oui, alors d'abord l'ouvrage, c'est une magnifique surprise, quelque chose qui a un peu inattendu. J'ai reçu un coup de fil juste avant le confinement des éditions de l'Iconoclaste en France, m'informant qu'il allait avoir une nouvelle collection de poésie avec une codirection avec Alexandre Bord, qui est ancien libraire, et Cécile Blond, qui est une grande romancière et peut-être française, que ces personnes étaient intéressées par mes textes et que j'avais en gros un mois pour envoyer de la matière, et donc ça allait se faire très très vite. Donc voilà, donc ça s'est fait très vite puisque 6 mois après le recueil est sorti, j'ai encore cette chance qu'on fasse confiance à une double porte d'entrée de poésie, puisque dans le recueil il y a à la fois texte, mais il y a aussi des collages, la dimension performée de la poésie est présente, écrite, mais aussi graphique. Et c'est un assemblage, c'est un texte qui est lui-même un collage, puisqu'il y a une série de textes qui étaient déjà existants en Belgique, qui étaient déjà édités dans mes 2 maisons d'édition belges, Maelstrom et L'Arbre à Parole. Donc c'est presque anthologique, même s'il n'y a pas le recul de l'anthologie. Mais c'est un cadeau de faire passer les textes vers la France. Et puis les collages sont inédits et la majorité des textes aussi sont des textes inédits. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore la chance et le bonheur de vous connaître, vous êtes donc né en 1978 en Belgique, si je me souviens bien à Bruxelles, mais je pense que vous précisez que vous avez été conçu à Kinshasa. En fait, je suis née à Namur et j'habite à Liège depuis une petite vingtaine d'années. Donc, j'ai passé la moitié de ma vie à Namur et la moitié de ma vie à Liège. Effectivement, mon père est congolais et mes parents se sont rencontrés au Congo, puis sont rentrés en Belgique et s'y sont installés. Donc, je suis... tous les textes que j'écris, ce sont des textes à partir de c'est quoi être enfant de Belgique, c'est quoi être enfant d'Europe, mais avec un visage sur lequel je porte le compte de mon père. C'est comme ça, c'est de cette que je me définis, cette couleur de peau, cette altérité qui va sans cesse me précéder, m'exposer à des discriminations. Et en même temps, je ne suis pas congolaise et en même temps, je ne suis pas belge, je suis et belge et congolaise. Et belge et congolaise, vous avez suivi, je crois, un cursus de philo-romane et de médiation, c'est bien ça? Oui, voilà, et ça correspond aux 2 premières parties de ma vie. Je me dis chaque fois que j'ai 3 parties de vie, il y a les lettres, et j'ai eu une carrière d'enseignant, de professeur de français dans plein d'écoles différentes et dans plein de réseaux différents aussi, et enseignant plein de matières. Et puis j'ai eu une bifurcation grâce en fait à ce diplôme de médiation sociale, médiation familiale, médiation scolaire. Ça m'a permis de continuer à enseigner le français, mais dans des structures d'éducation permanente, d'éducation populaire, à des adultes. Donc, le fil rouge reste les lettres, l'amour de la langue, de l'apprentissage, de la mission, mais d'une autre manière. Donc, voilà, c'était plutôt les formations d'adultes qui sont dans des parcours de réinsertion socio-professionnelle. Et là, le français devient un moyen de pouvoir se réorienter, de pouvoir, voilà. Et puis alors, il y a la 3e partie de vie qui est la partie artistique. Cet amour de la langue, je crois savoir d'une part que c'est une passion qui est partagée au niveau familial chez vous, puisque vous avez une sœur qui est également poétesse et slameuse. Je ne sais pas d'ailleurs votre fratrie, si elle est nombreuse ou si c'est votre unique sœur. En fait, on est 3. Moi, je suis l'aînée. Donc, j'ai une sœur qui est plus jeune que moi, de 18 mois, et puis qui a 5 ans moins que moi. Et c'est vrai qu'on est une famille. Alors aujourd'hui, c'est assez étrange de se dire qu'on est 2 slameuses, 2 poétesses, on travaille ensemble, on donne des ateliers ensemble, mais ce n'était pas quelque chose d'écrit, si ce n'est que nous avons grandi dans une cité, dans un petit appartement, mais qu'à l'intérieur de cet appartement, mes parents avaient beaucoup de livres.
Donc, on a grandi au milieu des livres, avec beaucoup de richesse et de capital symbolique. Voilà, les lettres étaient très présentes. On m'a offert une machine à écrire jeune. Je rêvais d'être institutrice parmi les nombreux métiers, ou avocate ou concierge, mais en tout cas institutrice. Donc tout ça est inscrit très tôt. Mais ce faisant, on n'a pas une famille où il était envisageable, ou en tout cas où il était même posé sur la table comme quelque chose de possible, que le métier de lettres, le métier d'écrivain ou le métier artistique était une possibilité. Ça, c'était pas le cas. C'est pas quelque chose qui a été encouragé. On a une famille de grands sportifs. On était plutôt du côté du corps, du mouvement, en même temps des têtes bien pleines, mais voilà. La carrière artistique, c'est assez étrange d'être deux sœurs aujourd'hui artistes, écrivaines, mais c'est venu sur le tard, vraiment sur le tard, et encore plus sur le tard pour ma sœur. Donc voilà. Quels étaient les rapports que vous faisiez entre la voix et le corps, puisque je pense savoir que votre voix s'est élevée au départ d'une expérience très particulière qui est celle du burn-out. C'est vrai que c'est une écriture, je dirais que c'est une écriture de résilience, de renaissance. Les débuts, une écriture de catharsis. Et effectivement, il y a ce corps qui doit se remettre debout et qui cherche une porte de sortie ou une porte d'entrée, je ne sais pas. Plutôt, c'est une question d'exister, une question de récupérer de la dignité, une question de récupérer du sens. Et donc, pour moi, les débuts d'écriture, ce n'est pas une question littéraire ou esthétique, c'est voilà, récupérer une voix au sens d'exister. Et puis après, ce qui va se passer, c'est que dans cette voix qui redit je suis un être humain, je suis une personne, je ne suis pas un chiffre, je ne suis pas une bamboula, je ne suis pas une moins que rien, je suis, bon voilà, cette voix qui redit fierté. Comme souvent en slam, c'est un jeu qui fait écho, et c'est un jeu qui est un nous en fait. Et donc les textes, on vient les porter avec son corps malade, on est là en recherche de retrouver du sens, et en même temps, il y a tellement un écho dans le public, dans le partage, que ils prennent une autre dimension. Voilà, ça, c'est les textes du début. Après, on ne peut pas se souhaiter d'avoir que des expériences négatives comme matière de texte. Donc, très vite, même des textes comme Asma, des textes comme Mon fils est gay, des textes... il y a des personnages, en fait, qui vont se redresser. Des personnages donc, du coup, c'est plus tellement un jeu autobiographique. Ce sont des personnages qui recherchent de la fierté. Ce sont des personnages qui recherchent du respect. Des personnages qui lancent des appels à être respectés intégralement dans son intégrité physique et morale. Et à partir de là, il y a un travail du coup littéraire parce qu'on passe en autofiction, en fiction, on est ailleurs. Et donc, il y a un travail littéraire qui peut, après la catharsis, commencer à s'effectuer. Cette voix qui est la vôtre, vous venez de le dire, elle s'élève comme une voix collective. Je vous propose d'entendre un premier extrait de votre ouvrage, un texte intitulé « Petit personnel ». Ils disent qu'un jour, le monde s'arrêtera de courir aussi brutalement que vous vous êtes effondré. Ils disent qu'ils vous comprennent, que vous n'avez plus besoin de faire semblant. Ils connaissent les boîtes qui se déguisent en famille parce qu'il est plus pratique de laver son linge sale en famille que dans une boîte. Ils connaissent la loyauté du petit personnel envers les maîtres de maison. Ils connaissent les haltes entre les lignes, les pauses entre les pages, les plages dans les histoires de neige et de carnage. Ils connaissent les trous, les tranchées dans les curriculums vitae, les papellards tendus devant les visages creusés, les tentatives de découper le ciel en morceaux neufs, les ruses pour habiller le train-train
les mehins, le quinca de cuir et de satin. Ils connaissent les cadastres informels, les champs de coton urbain, la combustion des corps dans les champs de coton urbain et le défilé ininterrompu des civières invisibles et le début, pour qui s'écroule gueule en terre, des justifications, des justificatifs, de la paperasserie, du charabia administratif et de la balle crevée qui ricoche entre les services. Ils connaissent les réponses à asséner pour vous protéger. Aussi longtemps que votre peau donnera au plus insignifiant des tocards le droit de vous balancer une injure à la gueule quand bon lui chante, aussi longtemps que vous habiterez un corps que l'on peut siffler dans la rue comme un vieux clébard, aussi longtemps que des camarades termineront leur mois, termineront leur jour en caviar pour les cochons. Ils répètent qu'un jour, le monde s'arrêtera de courir aussi brutalement que vous vous êtes effondrés. Ils répètent qu'un jour, on aura à nouveau besoin de vous pour faire du bruit, pour que les regards restent complexes, pour que les mômes de demain grandissent en un seul morceau, ne se pendent plus, ne se flinguent plus de tristesse ou de honte. Ils parlent de silence, de spasme, de dernier soubresaut. Ils parlent d'ombre, de fantômes, de déposer draps et masques. Ils parlent du retour de l'été, de savates d'or et de poussière noble. Vous êtes donc issu de la scène slam. Slam poetry est une expression qui désigne, je crois, un tournoi de poésie. On est donc dans la grande tradition de la poésie orale. Mais slam renvoie également au verbe to slam, c'est-à-dire claquer. Comment en êtes-vous venu à ce registre poétique-là? Et je crois savoir que ce registre, vous ne le définissez pas comme un genre, mais plutôt comme un dispositif. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu cela? Alors moi, j'ai l'impression que c'est le slam qui est venu à moi. Je ne me suis pas dit je fais du slam. On m'a dit tu fais du slam dans cette première scène, ce premier texte qui oubliera. Ce fait que ce texte fait moins de 3 minutes, qui est une des règles du slam, que je l'ai écrit moi-même et qu'il est a cappella. C'est les règles du slam. Donc, c'est des personnes, et il est chargé politiquement, et il part du ventre, et il part d'une colère transformée en quelque chose de poétique. Donc, c'est des personnes qui, dans la salle, une metteuse en scène, qui m'a proposé de venir participer à un concours de slam. Et c'est a posteriori que je me suis renseignée un peu sur le milieu slam, voir comment ça fonctionnait, les endroits, les micros ouverts. Donc, il y a eu quelque chose d'inverse. Je n'ai pas choisi cet endroit, mais par contre, une fois que j'ai rencontré cet endroit, il a été d'une justesse extrême. Parce que dans ces milieux, dans ces micros ouverts, il y a un brassage de personnes, il y a une répartition égalitaire du temps de parole, c'est 3 minutes par personne. Sur une soirée, on dit un texte, peut-être 2, mais souvent 1. Donc, on doit faire des choix dans nos textes, on doit être humble face au micro, et il y a une espèce de, comment dire, quelque chose qui se lisse, qu'on soit édité ou qu'on vienne sur scène pour la première fois, on a droit à 3 minutes.
Donc moi, j'adore cet endroit-là d'humilité. Ce que j'aime aussi dans ces endroits-là, c'est pour ça que le dispositif me plaît. C'est prix libre ou c'est gratuit, c'est ces 3 minutes pour la répartition égalitaire du temps de parole. C'est un catalyseur de ce qui se passe dans la société, puisque les textes sont frais. Mensuellement, on peut monter sur scène, on peut écrire le texte le matin, monter sur scène. Et donc, du coup, il y a une espèce de catalyseur de ce qui se passe dans la société. Pour le moment, donc on a eu beaucoup de textes féministes à un moment donné. S'il y a une injustice qui sort dans l'actu, on aura beaucoup de textes en réaction par rapport à cette injustice. Il y a beaucoup de textes en lien avec l'écologie pour le moment, des textes de confinement, de post-confinement qui sont là aussi, des textes voilà, sur les questions de sexisme, sur les questions LGBT, sur les questions de non-binarité, sur les questions de grossophobie. Tout ça, on les retrouve sur les textes dans le milieu, enfin, dans les micros vers slam, parce que comme c'est il n'y a pas le temps long de l'édition. Mais sur le dispositif, alors moi j'aime bien la définition que Simon Raquet, ancien champion de Belgique, en donne en disant que le slam, c'est ce dispositif simple, avec des règles simples, qui permet de partager de la poésie de manière démocratique. J'aime bien cette définition parce que c'est vrai que dans les 3 minutes, c'est ça, c'est la répartition démocratique du temps de parole. C'est une parole où c'est un endroit pour moi où tout d'un coup on est dans l'écoute parce que justement sur une soirée de 3 heures, on ne prend la parole que 3 minutes. Et donc c'est plus pour moi un art de l'écoute qu'un art de la parole, puisqu'en réalité on ne parle que 3 minutes sur les 2h57 d'écoute. Et dans ces 2h57, on entend des textures de poésie extrêmement différentes, des gens qui travaillent la rime, des gens qui sont dans la prose poétique, des gens qui sont presque dans le cri, des gens qui travaillent très fort la forme, d'autres qui sont sur les images, sur des thématiques sociétales ou sur des thématiques intimistes, et avec des rythmiques très différentes, très rapides ou très lentes, comme les conteurs et les conteuses. Donc je trouve que quand on sort de cette soirée, d'une soirée slam, de ce dispositif, voilà, qui normalement, à la base, originellement, pas dans ma ville de Liège, mais originellement, c'est effectivement un tournoi avec des points, avec le public qui est là comme jury aussi, mais plutôt comme dans l'école des fans, c'est des points, des 9-5. C'est jamais le plus technique qui gagne, si un enfant vient, il va gagner. Si quelqu'un monte sur scène pour la première fois, cette personne aussi va gagner, va avoir des 10 qui se multiplient. On enlève la plus grande note, la plus petite note, voilà. C'est une forme de joute de jeu, mais c'est vrai que, comment dire, même les points, enfin, pour moi, sont de trop. C'est vraiment pour moi le principe du micro ouvert. Tout qui a écrit un texte peut venir dire son texte. Et après, nous, tout le travail qu'on a fait avec notre collectif El Slam, c'est de se redire quand même, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Tout qui a écrit un texte peut venir sur scène. Et on s'est aperçu que non. En tout cas, en 2015, quand on a lancé, on s'est aperçu que non, parce que c'est organisé le soir, donc il faut être à l'aise avec le soir. C'est pas des lieux qui sont implantés dans la ruralité, c'est très urbain. Donc, est-ce que tout le monde va arriver là? Est-ce que c'est vraiment safe, sécurisant? Est-ce qu'on peut vraiment venir dire du texte sur tous les sujets, quand dans un public, il y a encore majoritairement plus d'hommes que de femmes, dans un public, il y a majoritairement plus de personnes blanches que de personnes racisées, etc., ce qui était le cas en 2015. Ça a beaucoup changé depuis lors, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de slameuses que de slameurs. À ce niveau-là, une question, c'est-à-dire qu'effectivement, il m'apparaît particulièrement à la lecture de votre texte que les rythmiques sont des rythmiques absolument urbaines. Je pose la question de manière totalement innocente et en ignare absolu. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des slameurs campagnards? Ou est-ce que définitivement, c'est un art qui est urbain, citadin? Alors oui, il y a un terreau parce qu'il y a beaucoup de scènes slam qui sont en Belgique, c'est Bruxelles, c'est Mons, c'est Charleroi, c'est Liège, voilà, il y a des choses qui vont se lancer à Namur aussi, donc ça reste quand même lié aux grandes villes. Mais il y a, alors je ne sais pas s'il y a des scènes rurales, il y a pour le moment des personnes qui réfléchissent à ça, mais par contre, il y a des personnes qui portent des thématiques sur la ruralité, sur l'écologie, sur le lien avec l'environnement, et ça de plus en plus. Voilà. Et vous sentez, vous, lorsque vous écoutez ce type de texte, parce qu'il ne m'a pas semblé en lire sous votre plume, vous me direz si je me trompe et vous me corrigerez le cas échéant, mais lorsque vous entendez des textes comme ça, vous percevez que c'est porteur d'une autre rythmique, ou bien vous entendez que cela s'énonce dans une rythmique
finalement urbaine, même si ça parle de thèmes ruraux ou bucoliques? Oui, moi en fait, ce que je sens, c'est que le point commun entre tous les textes que j'entends dans les micros ouverts de slam, c'est que le texte, au moment de l'écriture, il est déjà tendu vers le partage. On l'écrit, pas pour qu'il soit édité, mais parce qu'on sait qu'on va le dire en public à haute voix. Donc, et donc ça veut dire qu'on a dû le répéter, je nous souhaite en tout cas de l'avoir répété quelques fois avant d'arriver sur la scène, ce qui veut dire que quand on le répète, on le passe en bouche, il y a des choses qui vont tomber, des phrases peut-être trop grandes, trop longues, des choses qui patinent, on le sent, le corps le sent, donc il y a des choses, on va le ciseler. Et puis, il y a des moments où, si on veut qu'ils prennent en force, en puissance, on va raccourcir des phrases pour arriver à cette claque slam qui est le moment où on est saisi, que ce soit par un effet coup de poing ou l'alarme ou le frisson. Mais voilà, ça, c'est l'énergie slam. Donc, du coup, peut-être que tous les textes qu'on entend, quelle que soit la thématique, sont porteurs de ce souffle, de cette voix qui vient du ventre. Ce sont des textes il y a quelque chose, en fait, nous, on appelle ça urgence de dire. Il y a quelque chose qui vient nous remuer de l'intérieur et qui doit impérativement s'exprimer par les mots. Et puis, c'est comme si ça continuait à bouillonner à l'écrit et que ça doit impérativement repasser par la bouche et être partagé assez rapidement avec des gens. Donc, du coup, tous les textes sont porteurs de ce qu'on appelle une urgence à dire, mais qu'on retrouve aussi en rap. Donc, ce n'est pas spécialement des textes de colère, mais c'est des textes avec une énergie. Si c'est du côté de la joie, il y a une forme de lyrisme, d'emphase, il y a quelque chose. Bon, voilà, les textes sont chargés. Le slam voulait lutter contre l'encéphalogramme plat, contre une poésie poussiéreuse, une poésie détenue aux mains de quelques-uns qui tenaient le crachoir, parfois soporifique. Donc, du coup, tous les textes sont porteurs d'une forme de fièvre, d'une forme de quelque chose qui semble devoir se dire de manière urgente. Et ça, peu importe le thème. Donc, voilà, c'est même sur des textes dits plutôt bucoliques, des textes plus classiques, des textes versifiés, il va quand même y avoir tout ce qui est lié à la présence de la personne, tout ce qui a justifié l'émotion de départ et tout ce qui justifie que cette personne a besoin de venir dire des textes en public. Et au niveau de la rythmique précisément, alors là je parle de la rythmique de vos textes. Je vais vous demander dans une seconde de lire, c'est le temps du vin blanc. Je voulais savoir comment vous travaillez cette rythmique. Attraper un crayon, un bic, attraper un marqueur. Tout fera la... Sortir calepin, sortir cahier, sortir carnet, déchirer, bout de nappe, bout de carton, écrire, jeter, bout de texte, bout de trace, beauté des patchworks, beauté des mosaïques, gribouillage frénétique, peur de perdre les images, peur de perdre les échos, peur de perdre, geste robot, ne pas perdre, ne pas perdre, écrire, point, virgule, écrire, faire sauter les points, faire sauter les virgules, faire sauter, écrire, accumulation, gloutonne, matière, terreau, ne jamais jeter de terreau à la poubelle, liste de synonymes, liste de contraires, liste de mots, liste de termes en argot, liste de mythes, liste de monstres, liste des objets que l'on peut perdre dans le fond des océans. Traduction en différentes langues de cette liste d'objets que l'on peut perdre dans le fond des océans. Liste des morts qui remontent à la surface des mémoires et qui demandent justice. Noircir, vin blanc. Ce n'est plus une histoire avec un début et une fin. Ce n'est pas encore un poème. Vin blanc, écrire, vin blanc. Et quand ça grippe, quand ça ralentit, quand ça rementalise, changer de support, papier craft, papier calque, changer de format, changer la taille des lettres, changer l'épaisseur des mines, changer couleur des encres, changer, vin, écrire, rature, annotation, flèche, rature, annotation, flèche, annotation, flèche, rature, vin blanc, grande récolte, vin blanc, grande récolte de mots. En tout cas, moi, j'utilise une métrique totalement libre et décorsetée, mais je vois qu'il y a des textes... peut-être dans Asma, peut-être ailleurs aussi, où j'avais besoin que ça tombe un peu, voilà, que ce soit un peu plus calé.
Alors, dans la multiplicité des portes d'entrée de la poésie, la mienne, elle n'est pas à cet endroit-là, elle est plutôt du côté de l'adaphore. Je sais que j'aime cette répétition en début de phrase parce que pour moi, c'est une des portes d'entrée du lyrisme. Il y a quelque chose qui se gonfle dans cette répétition. Je sais que plutôt que la rime, j'utilise les assonances et les allitérations. Alors, mais elles me viennent pas elles me viennent souvent en écriture automatique, donc c'est pas quelque chose auquel je réfléchis. Mais si après, je sens qu'il y a une série avec des sons qui se répètent, qui se font écho, peut-être que je peux tirer un peu la série de manière alors là, plus réfléchie. Mais donc, je sens que c'est à ces endroits-là que ma poésie est, et aussi la question de l'image, de trouver une métaphore, une comparaison qui soit singulière et qui, sur des thèmes, voilà, les questions de racisme, les questions de sexisme, les questions de discrimination, la poésie engagée sociale, elle est courue, je veux dire, ce sont des thèmes qui reviennent souvent. Mais pour moi, l'important, c'est de voir comment, grâce à une métaphore, peut-être on peut y rentrer de manière singulière, ou comment par une histoire ou par un personnage, on peut faire d'un sujet couramment débattu quelque chose, une expérience singulière. Par exemple, là, ce qu'il n'y a pas dans Brûlé, les textes arrivent souvent avant ou après les réflexions, mais en tout cas, Brûlé arrive avant mes réflexions sur l'écologie pendant le confinement. Et donc, je sais que ma porte d'entrée de l'écologie était une porte d'entrée dissonante, forcément, puisque je viens d'une éducation où il était, en tout cas du côté congolais, où c'est d'abord important de manger déjà avant de bien manger. Et donc, du coup, c'est ma porte d'entrée de l'écologie, de voir comment... voilà, ma porte d'entrée, c'est l'ambivalence, c'est la contradiction, c'est quand ça frotte, c'est quand il y a quelque chose qui, dans les rouages, quelque chose qui vient faire grincer les choses. Voilà, ça, c'est mes portes d'entrée de poésie, plus que la métrique, plus que le vers, plus que la rime. Vous êtes d'origine congolaise, vous vous exprimez dans un registre de poésie orale. Je voulais savoir si la tradition de la littérature orale africaine, de ce point de vue-là, vous avez nourri. Je ne vais pas m'inventer une filiation à rebours. Il se fait que oui, du coup, peut faire ce rapprochement-là, mais ce n'est pas quelque chose qui, consciemment, je me serais dit, ah, voilà, c'est mon endroit, c'est mon terreau. Maintenant, rétrospectivement, c'est clair, là, je pense par exemple à la pratique de ma sœur qui enseigne en atelier le kassala. Ce sont des choses où il y a des rapprochements à la force, l'énergie du kassala, cette auto-louange, et qu'on retrouve dans les traditions aussi orales congolaises, c'est-à-dire de pouvoir retrouver comment dire, ce lyrisme qui est lié à des images extrêmement puissantes, extrêmement imagées, etc. Oui, il y a une espèce de, comment est-ce qu'on appelle ça, de d'écho, de résonance, mais je ne peux pas, pour être honnête, vraiment dire, OK, j'ai démarré de là, et de manière consciente, je vais tirer cette matière pour en faire ma poésie. Maintenant, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est de dire, ah ben tiens, dans cette poésie-là, dans cette manière de s'exprimer, on peut retrouver des choses de cet ordre-là. On va peut-être en profiter pour lire précisément qui oubliera. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. Qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que le vous honorable était réservé aux seuls blancs. Qui oubliera? Ils m'ont dit, tu es une bamboula, une grosse guenon, un cancrelat. Tu es sale,
Tu es une bâtarde, ta mère a couché avec un nègre, tu es sale, sale bougnoule. Tu devrais retourner dans ton pays, dans ta brousse, dans ta hutte. Tu devrais remonter dans ton arbre, ta liane, tes bananes. Tu devrais remercier la Belgique de t'avoir accueilli, même si tu es né ici. Qui oubliera qu'un noir, on disait tu. Tu devras apprendre à passer ton chemin. C'est déjà loué, c'est déjà pourvu, c'est déjà complet. Tu devras apprendre à te justifier. Je suis belge, je suis diplômée, je suis qualifiée. Tu devras apprendre une autre histoire aussi. Afrique sauvage, sous-développée, t'intégrer, t'assimiler, t'engager, te corseter, te faire douter, te faire avoir peur, te faire avoir honte de ta couleur, te faire oublier tes frères et tes sœurs. Toi, la Joséphine Baker, petit oiseau exotique, gazelle, tigresse, le cul, les fesses, qui oubliera? Noir, on disait tu. Qu'à une noire, on disait tu. Qu'à un arabe, on disait tu. Qu'à une Rome, on disait tu. Qu'à toi, mon père, on disait tu. Non, certes, comme à un ami, mais parce que le vous, honorable, était réservé aux seuls blancs. Qui oubliera? Juste peut-être l'intro de Qui oubliera pour dire que c'est mon tout premier texte de scène invité aux Beaux-Arts pour la commémoration de la mort de Patrice Lumumba. Donc, s'il y a ces mots, c'est la reprise des mots qui sont dans son discours. Et l'idée, c'était de dire, bon, ben voilà, moi, je sors d'une agression raciste dans le train très violente, et avec cette impression que en même temps, on n'est plus dans la colonie, beaucoup de choses ont changé, et en même temps, il y a ces reliquats de colonie qu'on appelle la colonialité, et finalement, rien n'a changé. Donc, c'est de ça ce qui oubliera. Dans ce texte-là, il n'y a pas de poésie, en fait. Pour moi, c'est un texte infralittéraire, infrapoétique. On monte sur scène en se disant, je voudrais dire quelque chose qui me traverse et qui me blesse au plus profond. Je voudrais pouvoir reparler de mon humanité, mais donc il n'y a pas de rime, il n'y a pas d'image, mais par contre, il y a ce qui fait pour moi la force du slam, c'est de l'endroit d'où vient le texte. Le texte est créé à partir du ventre, il est dit à partir du cœur, il est dit avec cœur, il est dit pas devant les personnes, mais avec les personnes, pour les personnes, il était participatif. Et je pense que voilà, c'est un texte d'avant, que moi je ne qualifie pas de poétique, mais quand même un texte de cœur. Dans les textes qui m'ont fait pleurer d'une part, et d'autre part où, alors là, on n'est pas d'accord, vraiment, on n'est pas d'accord. Votre texte Asma, qu'on va lire, hein, mais très douloureux. Asma, rappeuse braise aux rimes panthères, armée d'un feu qui ne guerroie, qu'aucune noirceur ne désespère et que n'épuise notre désarroi. C'était un 14 mars. Je lui ai dit, j'ai honte de toi. À compter de ce jour, tu n'es plus ma fille. Tu n'existes plus pour moi. Je lui ai dit ça comme on tranche dans la gangrène, avec l'œil dur et le geste inhésitant de ceux qui sont intimement persuadés qu'une vie amputée de sa sève vaut toujours mieux que n'importe quel néant. J'ai attendu les cris. J'ai attendu le coup de poing sur la table. Mais elle n'a rien dit. Strictement rien dit. C'était un 14 mars. Le lendemain, ma fille a pris un avion pour la Turquie en compagnie d'un garçon prénommé Anouar. Le corps de ce garçon vient d'être retrouvé à 5 kilomètres au nord de Raqqa, en Syrie. Pas celui de ma fille. Aucune trace de ma fille, aucune trace du corps de ma fille. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il advient d'une adolescente idéaliste entourée de montagnes, de bourgades en ruine et d'hommes aiguisés au combat? Asma. Il aura donc fallu cet insensé périple pour que j'entende enfin sa voix. J'ai lu tous ces textes, à rebours ces poèmes, à rebours ces chansons, à rebours ces brouillons. J'ai lu tous ces textes. J'ai lu
que j'étais un mouton camisolé, tournoyant dans ses 4 mètres carrés de cuisine jusqu'à l'anesthésie de sa sous-citoyenneté. J'ai lu que le déshonneur, c'était d'élever ses enfants dans la peur de la lumière, que le déshonneur, c'était de briser des jeunes ayant fait le choix du grand renversement de la quotidienneté. J'ai lu que le déshonneur, c'était moi, maman, Basma, rappeuse braise, au rime panthère, armée d'un feu qui ne guerroie qu'aucune noirceur ne désespère et que n'épuise, ne désarroi. Je voudrais que ma fille me revienne, même radicalisée jusqu'à la moelle, même fichée, même déchue de tous ses droits. Je voudrais que ma fille me revienne, même transhumante. Réfugiée parmi les réfugiés, parquée comme un animal à la semelle de l'Europe, trempetant dans le sang des premières règles, des premières fois, des fausses couches et des vrais coups, qu'elle me revienne, même abîmée, même sointante, qu'elle me revienne, même nue, même rampante, serrée tout contre, même dans un sac, même dans une boîte, qu'elle sache qu'elle avait raison pour l'inépuisable beauté du monde, pour l'humanité qui ne renonce en personne, pour l'amour, pour la révolte, pour la magie et pour l'exil. La serrer tout contre moi, même dans un sac, même dans une boîte, et lui demander, lui murmurer, lui chuchoter, pardon. Je voulais savoir comment est-ce que vous réagissez à cela, parce que et on a été ici, nous aussi, touchés par une série d'attentats. J'imagine que toutes ces douleurs-là ne vous laissent pas plus insensibles que d'autres. Comment vous vous situez? Comment on fait la part dans ce réel extrêmement compliqué? Je suis très content que vous ayez écrit ce texte. Voilà. C'est un texte douloureux, mais je suis très content que vous l'ayez écrit. Alors, c'est pour ça que pour moi, c'est toujours important de discuter avec les auteurs des coulisses des textes. Et les textes naissent à un moment précis. Ce moment précis, c'est la rencontre de ces mères qui ont vu leurs enfants partir pour le djihad et qui, elles nous parlent de leur endroit à elles, qui sont des endroits d'incompréhension de mère et d'arrachage du ventre de l'enfant, qui, peu importe le parcours qu'il va apprendre, qu'il fait, peu importe ce qu'il fait, reste cet enfant qui est sorti du ventre. Donc ce texte, il parle de cet endroit-là précisément et de cette mère qui n'a pas compris comment cet enfant s'est radicalisé, cette mère qui prend conscience de sa part de responsabilité ou pas dans cette radicalisation et qui voudrait revenir en arrière, revenir à rebours, refaire quelque chose pour que ça change, que son enfant ne prenne pas ce chemin-là, ce chemin d'erreur, ne prenne pas ce chemin, mais c'est pas possible. Voilà, donc c'est un endroit simplement où la mère essaye juste de se dire qu'elle aimerait juste retrouver son enfant en vie, quel que soit ce que cet enfant a fait. Et voilà, c'est cet endroit-là de texte. Alors ça, c'est l'endroit du texte, qui n'est pas mon endroit à moi. Moi, je suis mère de famille. J'ai ma vie, j'ai mes opinions politiques, mon idéologie, et je suis intraitable par rapport aux questions du djihadisme, par rapport aux conséquences que ça a, par rapport aux victimes, évidemment, et je ne suis pas dans une posture, je ne sais pas comment expliquer ça,
voilà, il faut dissocier les choses, c'est-à-dire de rester intraitablement du côté des victimes, intraitablement contre la barbarie, contre l'instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Ça, je suis intraitable à cet endroit-là. Après, je cherche dans mes textes des endroits où le dialogue va être possible. Dans ce texte, ça parle de comment une personne reste une personne, il ne devient pas un chiffre. Comment C'est pour ça que j'étais très heureux que vous ayez écrit ce texte. Qu'est-ce qu'on va refaire avec ça? Où s'arrête la haine? Comment on ne la transmet pas plus? Qu'est-ce qu'on fait avec cette colère? Qu'est-ce qu'on fait avec ces bombes à retardement? Qu'est-ce qu'on fait avec cette jeunesse qui se radicalise, mais qui est là, qui est fille d'Europe, qui est cette jeunesse, elle est fille d'Europe, elle est sur le territoire. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Les questions sont extrêmement complexes. Qu'est-ce qu'on fait avec la douleur? Là, cette semaine, moi, j'ai travaillé sur des archives du réseau de femmes, de mères, de femmes de disparues. Toutes ces femmes, que ce soit des femmes qui aient perdu des enfants en Belgique, que ce soit des femmes qui aient perdu des enfants au Rwanda, que ce soit des femmes qui ont perdu des maris, des frères au Chili, en Argentine, elles sont droites, elles sont debout, elles ont politisé une douleur personnelle pour en faire un combat qui les passe, elles sont du côté du pardon, du côté de la compréhension, certaines, je crois qu'il c'est un endroit, moi, qui me met en réflexion. J'arrive pas, autant je peux pleurer toutes les larmes de mon corps pour chaque enfant mort, chaque enfant qui n'a rien demandé à la guerre, autant je n'arrive pas à voir une monstruosité comme des personnes inhumaines, les personnes, et d'autant plus quand elles sont jeunes, qui sont de l'autre côté. Les enfants soldats, c'est des enfants. Et pourtant, moi, je suis de l'autre côté, c'est-à-dire des personnes qui écrivent du texte sur les femmes que répare le docteur Mukwege. Et donc, comment être, nous, à un endroit de... je ne sais pas vous dire ça avec d'autres mots, mais c'est-à-dire... je sens tout le poids de l'éducation. Moi, je ne peux pas vous dire que... comment je réagirais en cas de guerre. Je ne peux pas vous dire si mes parents avaient une autre éducation, m'avaient éduqué d'une autre manière. Je ne peux pas vous dire que je n'aurais pas pris les armes ou que je ne peux pas vous le certifier. Je peux pas. Il y a une telle porosité, une telle frontière ténue entre ce qui est normal, ce qui est anormal, ce qui est, relève de la folie. On va peut-être juste ajouter sur Asma. Si vous voulez, Asma, ça fait partie aussi d'un corpus de textes comme Mon fils est gay. Ce sont des textes qui interrogent la question de la transmission et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, comment on échappe à des héritages toxiques, comment on ne transmet pas la colère, la haine, comment on peut faire barrage de son corps pour dire après moi, plus jamais. Donc ça, ma fille ou mon fils ne vivra plus ça, ce camouflet à l'intégrité physique, au non-respect de l'intégrité physique et morale. Après moi, ça n'arrivera plus. Ces textes-là, cet ensemble de textes-là, ils questionnent ça aussi. On dit que vous utilisez un langage parfois cru. Je voudrais vous interroger sur l'usage de l'obscène en matière poétique. Oui, après moi, de nouveau, ce n'est pas quelque chose de conscient et je pense qu'on peut faire le même procès sur les termes qui sont liés à la sexualité, à l'érotisme. Voilà, moi, c'est plutôt, quand ces termes-là arrivent, moi, je parle plutôt de réappropriation de l'injure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un langage extrêmement violent qui nous est appliqué ou qui
qui sert à nous dénigrer et en fait pouvoir se le réapproprier, dire négresse, oui, je suis négresse, je vais pas, ça va pas changer, mais une négresse ailée, donc quelqu'un qui a une plume, quelqu'un qui a de la fierté. Donc moi, je me situe pas, je n'ai pas l'impression, je n'utilise pas en tout cas le terme obscène, j'utilise le terme réappropriation de l'injure, j'utilise les termes retournement du stigmate. Et en fait, comment ce terme normalement qui m'est lancé au visage, à la face, et qui doit me redevient une fierté par l'adjectif qui lui est accolé. Donc, il faut effectivement, moi, au début de mes textes de slam, comme c'était encore quelque chose de très cathartique, je pense que quand ma coach me demandait de répéter les textes, moi, je fondais en larmes parce que je lui disais, ce que je dis là, c'est très violent. Et elle m'a appris à mettre ça à distance et à voir ben voilà, ce procédé-là de la réappropriation de l'injure, quelle puissance il avait. Et en ce qui concerne les termes plutôt qui sont liés à la sexualité, à l'érotisme, là, moi, je me dis que j'ai cette chance. Bon, en tant que militante, on est toujours du côté négatif, noir de la sexualité. On travaille sur les questions de harcèlement de rue, les questions d'excision, les questions de violence intrafamiliale. Mais par contre, en tant que poétesse, je trouve ça magnifique de pouvoir être du côté de la célébration du plaisir, la célébration de la liberté. Tu imagines un face-à-face entre ton personnage et un animal fantastique qui surgirait des profondeurs marines. Tu plantes le décor. Eau sombre, morceau de banquise. Tu tournes autour de la bête, aileron gigantesque, miroitement de la peau qui rappelle ce que le black est au noir et le noir est au nègre. Tu zoomes sur la jeune femme, son regard, la peur dans son regard. Arrêt sur image. Temps mort. Instant suspendu avant de la culbuter dans la neige et d'écarter ses cuisses. Grelottement. Craquement de glace. Tu observes. À travers sa culotte fendue. Tu observes la vulve, presque imberbe, et les plis rosâtres de l'anus. Rien ne presse. Tu dois accepter ces films muets comme vestibule de l'écriture. Si tu reviens trop vite au papier, trop vite à la rime, à la ligne, à la note, à la norme, tu perdras tout. Oh, rien ne presse. Tu multiplies les angles de vue, tu progresses par essai et erreur. Travelling, avant, travelling, arrière. Tu déroules l'interminable langue de l'épaulard vers le sexe, la jeune femme. Tu accélères, tu ralentis. Mouvement de la langue, dedans, dehors, bouche de la femme, cul de la jeune femme, tu rembobines. Tu fais rejouer et rejouer la scène. Cul, langue, bouche, tu te repasses le scénario en boucle. Non, rien ne presse. Te distancier du descriptif, du narratif. Oublier la langue et le sexe. Ne conserver que les émotions nées du clapotis de la rencontre, les sensations, le râpeux, le trouble. Garder l'eau, le motif, l'idée de l'eau. Garder le sens figuré, l'évocation, l'allégorie. Garder le déluge, la déglingue, la corrosion des idéaux et le naufrage de l'innocence. Tendre l'oreille en poétesse, glaner les premiers mots, garder les premiers
mot. La fillette mordit l'ombre de son père qui déjeunait dans le silence et mimait un viol de sa candeur arctique. On arrive au terme de cet entretien. Vous venez de signer à Paris, dans une maison d'édition qui est l'Iconoclaste. On salue au passage la directrice de votre collection, Cécile Coulon, qui est une poétesse tout à fait remarquable. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la découvrir, je les invite à la lire également. Est-ce que vous nous dites 2 mots de vos projets d'avenir avant qu'on se quitte? L'avenir, il est du côté du temps long de l'édition. Pendant le confinement, j'ai écrit un roman, voilà, qui devrait sortir en janvier 2023. Là. Il y a un petit travail de correction à faire dessus parce qu'il est encore très slam et il faut un petit peu l'aérer et donner de l'épaisseur au personnage et travailler tout ce champ narratif et voilà, le romanesque. Donc, je dois naître aussi à cet endroit-là pour pouvoir prétendre me dire romancière. J'ai aussi un projet jeunesse, j'espère pour la rentrée prochaine. Voilà. Toujours aussi un recueil en poésie. Je travaille sur cette question de ce moment très particulier où les enfants deviennent des adolescents et où nous restons mères, mais eux filent vers un ailleurs où on est moins essentiel. Pour vous remercier de votre participation, cette rose qui ne pouvait être qu'une pierre de Ronsard. Et surtout, n'oubliez pas, à présent, chaque mois, c'est bas.